Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde pour ce 149e numéro. Voici les 5 nouvelles de relations internationales qui ont pu retenir votre attention et la mienne. Commençons par le Kazakhstan dont la production pétrolière a bondi de 7,5% pour atteindre un niveau record de 1,9 million de barils par jour, bien au-delà des 1,5 million convenus avec l'OPEP. Les Kazakhs s'engagent à réduire leur production à l'avenir pour compenser cet état de fait, mais des sources industrielles se montrent sceptiques. Car si Astana peut accuser les majors pétrolières étrangères, Chevron, Exxon, Shell, qui dominent 70% de la production locale de surproduction, ces majors pourraient à leur tour accuser les contrats d'approvisionnement à long terme qu'elles ont déjà signés avec l'État. Les Kazakhs vont donc très probablement privilégier leurs revenus pétroliers immédiats dans un contexte d'incertitude mondiale. Poursuivons plus longuement par le grand voisin du Kazakhstan, la Russie. Cela fait 5, bientôt 6 semaines que le président Trump a donné à Vladimir Poutine un délai de 2 semaines pour s'engager sérieusement dans un processus de paix. Alors, où en sommes-nous? D'un point de vue militaire, Poutine a lancé le très symbolique 4 juillet sa plus grande attaque à ce jour sur des villes ukrainiennes avec environ 500 missiles et drones tirés en dépit d'un appel au sommet avec Donald Trump. Choisir la fête nationale états-unienne n'était pas fortuite, il s'agit probablement d'une tentative d'affirmer la détermination russe de défier la pression internationale et de se moquer de la puissance américaine. 3 ans après l'invasion voulue par Poutine, ce dernier tente toujours d'affaiblir la volonté de l'Ukraine à se défendre et veut projeter un sentiment de futilité auprès des soutiens de Kiev afin d'imposer un règlement en forte défaveur de l'Ukraine. Mais comme toute conquête terrestre a désormais un coût exorbitant, il cherche à exploiter les failles de la défense aérienne ukrainienne. Diplomatiquement, Poutine reste assez isolé. Il modère ses voyages internationaux car, poursuivi de crimes de guerre par la Cour pénale internationale, il a du mal à pouvoir être reçu sans un risque d'arrestation. Bien sûr, il reçoit de temps en temps la visite du Chinois Xi Jinping, de Pezeshkian d'Iran ou même de Lam du Vietnam. Mais cela ne fait sans doute que souligner son isolement. Et si les services de renseignement ukrainiens affirment que le petit Laos pourrait envoyer des sapeurs pour l'aider, ces effectifs sont si faibles que l'intention semble plus symbolique que pratique. Il n'est pas tout seul à combattre l'Ukraine. Mais on pourrait arguer que l'ajout du Laos avec la Corée du Nord et l'Iran envoie plutôt le signal inverse. C'est économiquement qu'il peut se faire du souci. Après des années à défier les sanctions et les attentes, la situation semble désormais instable. Et ne croyez pas sur parole, croyez plutôt les dirigeants de Poutine. Son ministre de l'économie, Reshetnikov, vient de déclarer lors du Forum économique à Saint-Pétersbourg « Nous sommes au bord de la récession ». La dirigeante de sa banque centrale, la brillantissime Nabiullina, a déclaré au même auditoire que les sources de croissance récentes de la Russie étaient désormais épuisées. Et le directeur de sa banque d'État, la Sberbank, M. Greff, a décrit la situation comme une véritable tempête en devenir. Notez que l'impact commence à se faire sentir au-delà de la rue Bolchoï. Les ventes de voitures ont chuté d'environ 40% et celles de machines agricoles de 33%, tandis que l'inflation se maintient à environ 9%, malgré des taux d'intérêt exorbitants de 21%. Et alors qu'il augmente de 20% ses dépenses de guerre, ses revenus pétroliers et gaziers chutent de 12%. Poutine a désormais épuisé les 2/3 de son fonds de réserve liquide et pourrait l'épuiser totalement d'ici un an, à moins d'une amélioration des prix du pétrole ou d'une réduction des dépenses militaires, mais ni l'un ni l'autre ne semble probable pour l'instant. Gardons en conséquence ces éléments à l'esprit, alors que Poutine tente de se donner une image de force par ses frappes aériennes. L'Ukraine n'est pas seule sous pression. Aux États-Unis, le vent semble peu à peu tourner. Trump fait de plus en plus part de son irritation envers Poutine et on a pu entendre récemment le sénateur McConnell du Kentucky souligner que le soutien américain à l'autodéfense de l'Ukraine reconstitue les stocks américains et affaiblit un adversaire, tandis que l'inverse risque d'aboutir à une paix illusoire qui sape la crédibilité de l'Amérique, menace l'Ukraine, affaiblit nos alliances et enhardit nos ennemis. Parallèlement, un autre message se fait entendre. Les dirigeants avertissent depuis longtemps que la sécurité de l'Europe et de l'Asie sont liées.
L'histoire montrant que les difficultés rencontrées dans l'une étouffent rapidement celles de l'autre. Pékin a soutenu cet argument en rejetant l'établissement d'un petit bureau de liaison de l'OTAN au Japon en 2023, mais avec le Laos qui veut rejoindre la Corée du Nord et la Chine pour répondre aux appels de Poutine, tandis que le Japon, la Corée du Sud et l'Australie soutiennent l'Ukraine, la situation va bien au-delà de l'arrivée d'un simple bureaucrate de l'OTAN à Tokyo avec une photocopieuse. Notons enfin que les autorités russes viennent d'empêcher le magnat de l'exploitation aurifère Konstantin Stroukov de quitter la Russie et s'apprête à nationaliser son entreprise. Certains interprètent cette décision comme une tentative de ponction financière du Kremlin à la recherche d'argent. Continuons avec l'Équateur et le Guatemala. Ce sont les deux derniers pays en date à soutenir les revendications du Maroc sur le Sahara occidental voisin, un territoire contesté, partiellement contrôlé par le groupe armé rival du Front Polisario. La dynamique s'est inversée en faveur du Maroc face à une solution d'indépendance ou une solution algérienne depuis que les États-Unis ont approuvé la position de Rabat sous le premier mandat de Donald Trump. Achevons par les Philippines. Les médias japonais rapportent que Tokyo exportera 6 destroyers d'occasion de classe Abukuma pour aider les Philippines à se défendre contre les offensives chinoises en mer de Chine méridionale. Certes, ces vaisseaux ont plus de 30 ans, mais ce seront les premiers destroyers de Manille, ce qui viendra considérablement étoffer une flotte actuellement composée uniquement de frégates et de corvettes plus légères. Enfin, une lecture pour l'été autour de Shattered Lands, le dernier ouvrage de Sam Dalrymple, fin connaisseur des Indes. Il y rappelle que quand le roi George V s'adressa à ses sujets indiens en 1928, l'Inde dont il parlait avait presque 2 fois la taille de l'Inde actuelle. Elle comprenait en effet les États que sont devenus non seulement le Pakistan et le Bangladesh, mais aussi la Birmanie, le Koweït, le Qatar, Dubaï, Bahreïn, Oman, Aden et les Émirats arabes unis. Comme le rappelle Books, la roupie était leur monnaie commune et ceux qui voyageaient arboraient un passeport de l'Empire indien. Faisant référence à la partition meurtrière entre l'Inde et le Pakistan, 1 million de morts, Dalrymple dénombre 4 autres partitions qui se sont déroulées entre 1937 pour la Birmanie et 1971 pour le Bangladesh. Une conception un peu tirée ou exagérée, juge Owen Bennett-Jones dans la Literary Review, car ces partitions n'étaient pas de même nature, et Dalrymple y inclut l'absorption par l'Inde et le Pakistan des centaines de petits États princiers qui jouissaient jusque-là d'une certaine autonomie. Il reste que ce regard rétrospectif fait remonter à la surface une réalité aujourd'hui complètement oubliée, notamment celle de la partie arabe de l'Inde de l'Empire britannique. Le sort catastrophique des Rohingyas dans le Myanmar, ex-Birmanie, est l'héritage direct du traçage aberrant d'une frontière par les autorités britanniques de l'époque. Et voici pour ce 149e numéro. N'oubliez pas que local et international se mêlent toujours plus et que de nombreux sujets s'entrecroisent. Pour bien comprendre notre actualité, je vous encourage donc à 3 choses. Évitez de tracer des frontières aberrantes, profitez de cet été pour voyager ou lire, une autre manière de voyager, mais surtout, écoutez les podcasts de compétences et développement comme ceux de l'IFAC, de l'IDREA, d'IET, de 3A, de l'IDRAC, de Subdecom ou de Viva Moody, qui devraient vous éclairer et vous divertir sur les grands thèmes poursuivis par ces écoles. Et une fois ces écoutes achevées, espérant que tout cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à approuver, commenter et partager les numéros qui vous auront plu, c'est toujours apprécié.